Donc, bonjour à tous, merci à l'équipe bristolienne de l'invitation. Donc, j'ai la lourde charge de vous parler un petit peu des systèmes d'information géographique. Peut-être qu'on remettra un petit peu en cause ce terme, qui ne convient peut-être pas tout à fait à nos usages, mais on verra que c'est un outil qui existe, qui est quand même extrêmement répandu d'ailleurs dans le monde réel. C'est pas que le monde éducatif soit pas réel, mais en tout cas dans les usages qu'il y a de plus en plus dans les labos de recherche, jusque dans les collectivités territoriales qui sont extrêmement consommatrices de ce genre d'outils. Alors, avant de parler, d'entrer dans quelques détails, vous allez voir, c'est un monde très riche sur lequel on ne pourra pas aller dans vraiment toute une précision des détails. Simplement, je vais essayer de vous dessiner un panorama assez global, et de toute façon, vous en reparlerez avec des experts et vous verrez d'autres choses. D'abord, SIG, c'est pour Système d'information géographique. C'est un système, ça c'est à la fois tout et pas grand-chose, quand on le déclare un tout. Nous sommes aussi un système, l'éducatif, et on sait bien que décréter un système, c'est une chose, le faire fonctionner, le faire vivre, c'est encore autre chose. D'information, ça par contre, on voit bien que c'est quelque chose qui va avoir lié avec de l'information. Et puis géographique, c'est juste pour rappeler quelque chose, que toute cette information, en fait, elle est spatialisée. C'est-à-dire qu'elle est inscrite dans des coordonnées géographiques. Dans les coordonnées géographiques, ça veut dire qu'elle est calquée quelque part, une chose qui ne nous effraie pas du tout en SVT parce qu'on manie de la carte, notamment de la carte géologique. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, toute l'information est en tout cas référencée sur une projection géographique qui peut être Mercator, enfin tout ce que vous voulez, une projection polaire, des choses comme ça, mais c'est à un moment ou à un autre, on est sûr d'avoir une référence géographique, ça veut dire qu'on peut spatialiser la donnée. C'est quelque chose qui est relativement intéressant pour plein d'usages. Et nous, je dis, on n'est pas surpris parce qu'en SVT, ça fait très longtemps qu'on utilise de la biologie à la géologie, des données spatialisées, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple de s'y reconnaître et qu'une fois qu'on a un certain nombre d'orientations, on peut mieux analyser les données. En fait, on pourrait l'appeler aussi un système d'information géoscientifique. On garde l'acronyme SIG, mais c'est ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de l'information scientifique et qu'elle soit spatialisée, c'est juste la donnée dont on a besoin. En fait, il y a plein de choses. Les gens parlent maintenant de géomatique. On voit bien, c'est quelque chose à la frontière entre l'informatique et la géographie. On pourrait utiliser tous ces acronymes, peu importe, le tout c'est savoir de quoi on parle. On est quelque chose dans lequel on va manier de la donnée et de toute façon elle est toujours spatialisée. Et ça c'est quelque chose qu'on ne perd jamais dans la donnée, vous verrez, on peut lui faire dire plein de choses, y compris n'importe quoi d'ailleurs, comme toute donnée, mais une chose est sûre, c'est qu'elle sera toujours spatialisée, ça c'est la base du système d'information géographique. Alors, une fois ces pseudo-définitions données, en laissant un petit peu de vagues, qu'est-ce qu'on peut faire avec un SIG ? En fait, tous les SIG, quels qu'ils soient, et on parlera un petit peu de base informatique tout à l'heure, servent à visualiser des données, et ces données, elles sont de grands types. C'est de la donnée dite dans le jargon raster, ou pour les plus, ici dans l'Académie de Créteil, il y a plus des jeunes que... La plupart des gens sont plus jeunes que moi. À l'époque, dans les temps préhistoriques de l'informatique, on appelait ça données bitmap, vous savez, données point à point, sur l'ensemble de choses, c'est à peu près la même chose. Et dans ce cadre-là, ça veut dire que, en fait, vous pouvez n'importe quelle donnée qui est organisée en forme de lignes et de colonnes rentre dans un système d'information géographique. C'est à la fois très souple, mais le désavantage de cette formule, c'est que c'est très lourd informatiquement. Par exemple, de nos jours, typiquement, les images satellitaires sont des données raster, en bitmap, c'est-à-dire en point à point. Sauf que les satellites ayant énormément évolué, tout ceci maintenant pèse informatiquement des choses. Une image des derniers satellites français Pléiades, elle pèse 16 gigaoctets de base. Et vous voyez que 16 gigaoctets, vous pensez en termes d'informatique dans un lycée, vous dites il y a un truc qui va être un peu compliqué du point de vue gestion, afflux de la donnée, etc. Ça veut dire qu'on ne travaillera pas obligatoirement en milieu scolaire sur l'image totale, mais Dieu merci, on peut en faire des sous-découpages et des zones informatives. Mais ça donne, là, on est là aussi dans l'évolution normale du numérique. Alors ces données, elles peuvent être aussi vectorielles, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il est beaucoup plus léger informatiquement de manipuler des vecteurs, c'est ça, des données vectorielles, et typiquement, vous les connaissez parce que vous les employez tous les jours sur votre propre smartphone. Quand vous utilisez une application Map, ou ce que vous préférez, suivant vos affiliations Android, Apple, etc., vous avez des données qui sont entièrement vectorisées. En gros, tout ce qui est une route, un plan, une coordonnée, un bâtiment, tout ça, c'est la donnée vectorielle. Informatiquement, ça ne pèse pas grand-chose, mais ça peut aussi se mettre sur un système d'information géographique qui gère les deux. Un SIG n'aura aucune difficulté à gérer l'un et l'autre, et surtout les gérer l'un ensemble. Et vous voyez que l'un des avantages de ce système-là, qui est entièrement donc numérique, c'est qu'une donnée, vous pouvez la traiter, puisque c'est des outils numériques. C'est-à-dire que vous pouvez prendre une donnée de base, la multiplier par un coefficient, lui rajouter autre chose, la soustraire à autre chose, vous obtenez une autre donnée.
C'est dans le process qu'il faut savoir si tout ça est vraiment utile. Est-ce que si je multiplie, par exemple, une donnée d'épidémiologie, par exemple, prenons un exemple, une donnée de coronavirus aujourd'hui, je la multiplie par la mortalité, ça peut être signifiante, c'est des choses comme ça. Si je multiplie par l'âge du maire de la ville où on est, c'est aussi une donnée, mais elle n'a aucune signification, bien évidemment. On a ce type de choses, c'est toujours ça avec les données, c'est le process, c'est le traitement qui s'impose. Mais donc, on peut les visualiser, on peut les parcourir, créer des cartes, et on peut, vous avez typiquement là un exemple, j'ai failli l'oublier, ça nous concerne, parce que ça pourrait concerner une partie de programme de première, sur les écosystèmes, les intérêts écosystémiques. C'est un outil de recherche, c'est-à-dire qu'on s'intéresse autour dans un parc national de savoir quelles sont les zones de viabilité du lynx. Et donc, on va partager des données écologiques, c'est-à-dire on met la représentation spatiale, c'est-à-dire où est les zones protégées, et puis on regarde la soutenabilité de l'environnement pour la présence du lynx ou pas. Et on va après croiser l'ensemble des données pour savoir a priori, si vous avez intérêt, il y a des zones finalement, on bâtit un modèle que vous avez ici, qui sera les zones d'haut intérêt d'implantation du lynx, dans lequel il y a éventuellement suffisamment de nourriture, soyons un peu trivial pour permettre de survivre et éventuellement de se reproduire, puis il y a des zones qui ne sont pas intérêts. Il y a énormément de nos jours en écologie générale ou appliquée de systèmes d'information géographique parce que ça permet de donner un temps fou pour éviter un certain nombre de mauvaises implantations. Par exemple, quelque chose qui se traite actuellement beaucoup en SIG et qui est un vrai problème pour nous, vous connaissez la notion de hotspot en biodiversité. On met les hotspots dans les systèmes d'information géographique et on croise ça avec tout un tas d'informations biologiques autres, notamment par exemple, les chercheurs s'interrogent beaucoup de nos jours sur est-ce qu'il faut protéger la biodiversité actuelle ou les potentialités de biodiversité. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a une parce que vous savez, la biodiversité produit et substrat de l'évolution, c'est nos thématiques de programme du collège au lycée, vous avez. Quand vous regardez la biodiversité actuelle, vous avez, comme son nom l'indique, la biodiversité actuelle. Ça ne préjuge en rien de ce qu'elle a été dans le passé et ce qu'elle pourrait être dans l'avenir. Tout savoir si, par exemple, en gros, on regarde maintenant dans les modèles d'implantation, par exemple, ou de protection, la phylogénie de cette biodiversité actuelle et on regarde si c'est une phylogénie qui est plutôt en cul-de-sac et donc ça veut dire que la biodiversité qu'on va protéger, elle est très intéressante actuellement, mais elle n'est peut-être pas prometteuse pour l'avenir, y compris avec des problématiques type changement climatique, etc. Et on a peut-être maintenant tendance à regarder s'il y a des endroits où la phylogénie est encore très efficace, beaucoup de diversification, ça c'est des zones plus intéressantes à protéger pour l'avenir. Et ça, on les met dans les systèmes d'information géographique. C'est toujours de la donnée, mais ça permet de croiser des couches d'informations qui sont très différentes. Et vous avez ce genre de choses. Donc, in fine, vous arrivez à publier des cartes et à le visualiser. C'est beaucoup plus facile de visualiser des données cartographiques en code couleur, etc., que regarder des colonnes de chiffres et des colonnes et les lignes de chiffres. Ce qui montre que les primates sont beaucoup plus doués sur les couleurs, ça c'est un produit de la révolution, que pour les colonnes de chiffres en ligne, etc. On est un peu plus finalement artiste que matheux peut-être, à un degré ou à un autre. Non, alors, une fois ces généralités sur la SVT, sur les SIG, pardon. Les généralités sur la SVT, ça arrivera peut-être plus tard. Qu'est-ce qu'on en fait en SVT? Alors d'abord, il ne faudrait pas croire que les SIG sont arrivés avec les derniers programmes. Ça fait très longtemps qu'ils sont présents dans le système éducatif avec des hauts et des bas. Depuis 1984, en fait, il y en a des programmes. Mais soit ils apparaissent très clairement, vous voyez, 1984, ça commence à dater fortement, soit ils apparaissent très clairement, soit effectivement ils sont plutôt dissimulés dans d'autres activités. Typiquement, en 1984, ils sont apparus parce que c'était le lancement du premier satellite français d'observation de la Terre, SPOT, et donc on prenait des images satellitaires, il fallait les visualiser, c'était déjà les systèmes d'information géographique. Et on faisait essentiellement de la visualisation et un peu de traitement pour gagner en cohérence, mais c'était déjà ces prototypes. Et il y a eu d'énormes programmes scolaires dans lesquels, dès la seconde, vous aviez l'initiation aux images satellitaires, et il y avait, les plus vieux s'en souviendront, un petit logiciel qui s'appelait Titus, qui nous permettait de visualiser tout ça. Ça marchait plutôt bien, mais c'est l'informatique de l'époque. Quand vous aviez besoin d'afficher une image Titus, vous lanciez la séance avec les élèves, vous pouviez avoir la récréation, vous reveniez, l'image était toujours en train de s'afficher. Bon, c'était l'informatique de l'époque. Maintenant, les choses vont beaucoup plus vite.
Donc, on a eu des exemples avec succès. Il y a des choses, notamment en imagerie, à un moment ou à un autre. On a eu beaucoup de choses dans les programmes parce que ça permettait de faire la géologie, ça permettait de faire la biologie, d'avoir une connaissance des écosystèmes à l'époque où même le nom écosystème n'était pas toujours dans les programmes. On avait des choses variées. Ça a été nettement renforcé dans les derniers programmes de collège et de lycée, surtout. Vous voyez, le terme est cité plusieurs fois dans les deux. Et pourquoi ? Parce qu'on arrive à la fois à une maturité, si j'ose dire, informatique de l'outil, qui est relativement maintenant beaucoup plus accessible qu'avant. Quand je dis maturité, c'est-à-dire qu'on a un outil qui sont très fiables, qui sont développés en permanence, qui offrent des versions qui peuvent s'adapter à peu près tous les systèmes informatiques. Là aussi, il n'y a pas de souci. Mais qui sont relativement, pour certains, faciles d'utilisation, parce que c'est comme d'habitude dans beaucoup de nos outils. Quand vous utilisez Anagen, par exemple, derrière Anagen, vous avez un vieux logiciel d'alignement de séquences qui s'appelle Clustal, qui était dans les labos de recherche depuis les années 70, qui est en fait instrumentalisé avec une couche pédagogique de façon à avoir quelque chose de plus simple d'utilisation. C'est à peu près la même chose qui arrive dans la SIG. La SIG, c'est un outil professionnel dans plein de métiers. De l'aménagement du territoire à la protection des espèces, on l'a dit, dans la prévision militaire, c'est extrêmement utilisé, etc. Parce qu'il n'y a pas maintenant une ville en France qui n'ait pas un service qui n'utilise pas les services géomatiques. Qui n'utilise pas les géomatiques. Ce qui pour nous est très intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a plein de données. Quand c'est des collectivités territoriales ou des services de l'État, ça veut dire que les données sont accessibles pour l'éducation et que vous pourriez par exemple avoir toutes les données environnementales autour de votre lycée en demandant simplement à la mairie dans lequel vous saurez exactement, par exemple, l'état du système. Enfin, ça donne accès à plein de données. Donc, c'est un peu cette logique-là qui est faite de le mettre dans les programmes, c'est que c'est un outil maintenant qui est ubiquiste, de fait, qui existe partout, et qu'il faut à un moment ou à un autre au moins sensibiliser nos élèves à leur existence, et parce que c'est aussi un outil qui permet éventuellement, qu'un outil plateforme, c'est-à-dire qui permet de rassembler plusieurs usages sur un seul outil. Une de nos difficultés, si vous regardez l'histoire numérique des SVT, parce qu'on a eu toujours des enseignants extrêmement investis, très producteurs, et on en a encore. Vous connaissez les produits de Philippe Cosentino à Nice, on en parlera, puisque ça, c'est un de ses produits, Tectoglobe 3D, qui est aussi un SIG, hein, on en parlera dans 2 secondes, un SIG caché, mais c'est un SIG en fait. Ben, on est avec des enseignants des SVT qui ont fait preuve de plein d'imagination, extrêmement technique, et on a eu plein de produits qui ont évalué. Et vous voyez que de temps en temps, ces produits sont très multiples, et souvent pas très convergents. C'est-à-dire qu'un peu dans votre activité professionnelle, vous êtes un peu finalement contraint parce qu'il y a plein d'outils potentiellement utilisables, et à un moment ou à un autre, vous passez plus de temps à expliquer le fonctionnement du logiciel à un élève que de faire utiliser le logiciel proprement dit. Je caricature un peu, mais c'est vrai, à un certain moment de l'histoire de notre discipline, ça a été vrai. Donc c'est intéressant d'avoir des outils qui font converger les usages. C'est-à-dire que vous avez un seul outil qui pourrait servir à plusieurs usages. Et ça, c'est intéressant. C'est ce que j'appelle un outil plateforme dans lequel vous allez rassembler plein d'usages. Et les SIG, comme ils permettent d'afficher l'imagerie, de la traiter, de comparer, d'analyser, etc., c'est un outil, avec un seul outil, vous avez plusieurs usages possibles. Et vous, a priori, ça veut dire que vous faites une seule apprentissage des élèves pour qu'ils puissent l'utiliser dans toute leur scolarité sans aucune difficulté. Là aussi, il n'y a pas les logiciels qui seraient pour les secondes, les premières, les terminales, si je reste qu'au niveau lycée. En plus, c'est un outil qui devrait être utilisé par nos collègues d'histoire-géographie, par essence. Ça s'appelle un système d'information géographique. Donc, a priori, l'histoire-géographie va à son rythme là-dessus, mais ils vont développer aussi ces usages dans les lycées, parce que c'est important pour eux, ne serait-ce que pour visualiser un certain nombre de thèmes qu'ils traitent. Donc, dans nos usages à nous, il y a plein d'objectifs possibles. On l'a dit, les possibilités intégratives, ça c'est intéressant. On peut avoir des outils maintenant variés. Il faudra renforcer la formation des enseignants. Ça en fait un peu partie aujourd'hui sur l'initiation. Puis il y a des collègues, tout à l'heure, nos collègues nous disaient qu'il y avait déjà un groupe SIG ici qui se créait sur l'Académie de Créteil et dans le grade, parce que chaque académie a ses versions, et qui permet de ce genre de choses. Je reviens sur Tectoglobe 3D, c'est un super outil, c'est un SIG. Il n'y a que de la donnée qui est spatialisée dans Tectoglobe. Simplement, c'est des données qui sont figées. Hein, on a mis les données séisme, volcan, etc., etc. C'est ce qui apparaît vaguement à l'écran. Les séismes ne se voient pas très bien, ils sont en bleu. Simplement, voilà, dans la plateforme, c'est complètement SIG. Simplement, vous n'êtes pas libre d'importer des données dedans. Elles sont relativement limitées. En fait, on peut par exemple importer des données de nouveaux séismes, mais ça demande un usage pratique de Tectoglobe qui est un peu plus compliqué que les utilisations communes. Donc, vous voyez que ça veut dire que les SIG sont bien dans nos usages.
simplement, et un certain nombre de choses. Alors, et parlons maintenant un peu outils. En fait, il y a, comme beaucoup de fois dans le monde informatique, le monde SIG se sépare en deux zones. Il y a les logiciels libres et les autres. Et dans les autres, il y a un logiciel qui est archi-dominant, parce que c'est quelque chose qui depuis très longtemps travaille sur les SIG, depuis le début en fait, de l'époque numérique, qui s'appelle ArcGIS. C'est une grande entreprise mondiale qui fournit la plupart, mais qui s'intéresse beaucoup au monde éducatif depuis quelques années, avec un produit qui s'appelle ArcGIS Online. Comme son nom l'indique, c'est un SIG en ligne. Et pour l'instant, dans une stratégie qui se conçoit, Microsoft avait fait la même il y a quelques années, c'est-à-dire c'est ouvrable au monde éducatif gratuitement. ArcGIS, le logiciel professionnel, coûte un bras, c'est relativement cher, ça c'est impressionnant, mais là, la version qui répond à quasiment tous les usages a été déployée dans certaines académies, gratuitement, dans tous les lycées, sans problème. C'est une question d'organisation académique, mais c'est un produit parfait. Et puis dans le logiciel libre, vous avez quelque chose qui s'appelle QGIS, QuantumGIS, c'est l'intégration, ils ont gardé... GIS, c'est Système d'information géographique en anglais, bien évidemment. Et c'est un logiciel libre avec toutes les qualités d'un logiciel libre, c'est-à-dire qu'il est accessible tout le temps. Vous pouvez l'installer sur n'importe quelle de vos machines, il fonctionne sur tous les systèmes que je vois à l'œil nu dans la salle, ça sans aucun problème. C'est une communauté du libre, donc qui fait évoluer le produit, qui est extrêmement performant, il n'y a aucun souci, mais c'est un peu le défaut des logiciels libres, c'est des fois c'est un peu un monde de geeks. Et des fois, ils vous pondent ils changent l'interface du jour au lendemain, et vous dites, oh là là, je ne reconnais plus mon logiciel. C'est parce qu'ils ont décidé, alors toutes les versions de QGIS portent des noms de villes, Bucaresti et Bucarest. C'est parce que la dernière fois ils se sont réunis, c'était à Bucarest. Ils se baladent pas mal sur le globe entier. Et vous avez tous les ans à peu près une version stable sur tous les systèmes qui permet d'appréhender. Et c'est un système extrêmement riche, là aussi, qui répond à tous nos problèmes. Mais il est un peu plus fouillis que ArcGIS Online parce que ils ont rassemblé sur la même plateforme tous les usages qu'on peut faire. Mais en tout cas, une bonne nouvelle, c'est qu'on a deux possibilités totalement utilisables en classe, sans aucun problème, et très faciles d'accès, finalement. QGIS, vous pouvez, dès la fin de la session, l'installer sur vos machines, vous verrez, ça marche sans aucun problème. Et c'est des outils très, très performants. On a même développé dans l'éducation nationale quelques petites surcouches, j'en montrerai un usage tout à l'heure, qui permettent, par exemple, d'incorporer directement dans QGIS de l'imagerie satellitaire actuelle, moderne, de façon à simplifier le travail. Je veux dire, c'est un add-on, vous le mettez, une surcouche, vous le mettez dans votre logiciel et vous pouvez à peu près afficher toute l'imagerie satellitaire que vous voulez. Bien. Bon, donc là, maintenant, on n'a plus de frein, j'allais dire, y compris financier, par rapport à l'usage des systèmes d'information géographique dans le monde éducatif. Le seul frein, c'est maintenant l'appropriation, c'est-à-dire la formation des enseignants et quelques exemples judicieux d'utilisation des SIG. Alors, juste un exemple pour ce qu'on peut faire, et ça, j'ai pris la base d'ArcGIS parce que c'est une diapo qu'on a fait avec des collègues de Limoges où ArcGIS Online a été déployé massivement, y compris pour les élèves. Les élèves s'en servent maintenant pour faire leur présentation de TPE. Enfin, la dernière année de TPE, ils font leur présentation sur ArcGIS Online. Donc voilà, la logique, je n'ai pas de prompteur, c'est que vous avez des données, ça c'est une couche d'information, vous mettez sur une carte qui est une autre couche d'information, et à partir de là, vous pouvez faire tout un tas de traitements là-dessus, et notamment ce qui nous intéresse beaucoup dans les SIG, et ce qui est le cas sur Survey 1, 2, 3 dans ArcGIS Online, mais qui existe de la même manière sur QGIS. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent, c'est que même les données d'élèves, vous pouvez les incorporer dans un SIG. C'est-à-dire que quand vous amenez vos élèves dans la célèbre sortie terrain, géologico, botanico, biologico, quelque chose, jusqu'à présent, les élèves vont faire des photos, etc. Les données, par exemple, qui seraient du pH, température, etc., c'est de la donnée, et on peut, avec ces outils, très facilement les incorporer. C'est-à-dire cartographier l'ensemble des données que vont capturer les élèves. Donc ça veut dire que maintenant, c'est un petit changement important en termes de culture scolaire, c'est qu'on peut travailler directement sur les données des élèves. Chose que vous faites déjà quand vous faites de l'hexao. Sauf que la donnée hexao, elle n'est pas spatialisée, elle n'a pas raison, c'est une expérimentation simple. Mais là, toute donnée que prendra un élève, de la photo jusqu'à une donnée physico-chimique dans l'environnement, peut être mise sur un système d'information géographique et, par exemple, explorée pour comprendre, par exemple, mieux le fonctionnement d'un écosystème.
Où est telle plante, quelles sont les conditions EDAFI qui ont expliqué leur positionnement, etc., etc. Bref, on va en reparler avec quelques exemples tout à l'heure, mais je voudrais faire un petit point sur pourquoi nous servir des SIG. Il y a des points importants. Visualiser des données, c'est absolument indispensable pour une science telle que la nôtre, parce qu'en permanence, on manie des données. On n'est pas toujours conscient, mais nous sommes une science de la donnée. En permanence, vous faites appel à les données, quel que soit leur type de représentation, mais c'est ce type de choses. Deuxième chose, nous, on établit souvent, parce que nous sommes une discipline relativement peu mathématisable, à cause de son degré de complexité des objets qu'elle étudie. C'est-à-dire que pour l'instant, on pourrait... certains rêvent un jour de mathématiser la biologie. On peut espérer qu'on va d'abord biologiser les maths, mais c'est toujours est-il une chose différente, c'est-à-dire qu'en permanence, il y a un certain nombre... D'écrire un écosystème mathématiquement, ça se fait, hein, il y a des simulations d'écosystèmes, mais c'est très difficile. Et c'est très clairement pas au niveau d'un élève du lycée. Par contre, croiser des données pour établir des causalités, des corrélations, c'est notre travail permanent. Vous le faites en physiologie, mais vous le faites aussi en géographie, quand vous faites finalement de la chronologie relative, c'est établir des corrélations entre différentes couches pour en déduire des relations de causalité, sachant un certain nombre de choses sur les règles générales du fonctionnement de la géologie. Ben ça, on peut très facilement le faire avec les systèmes d'information géographique, et c'est assez intéressant. On le fait même maintenant dans certains lycées pour essayer de comprendre le parcours des élèves. Parce qu'il y a des choses, des fois, les élèves ont des parcours, ils appartiennent à des catégories socio-professionnelles différentes, etc. Et certains lycées, actuellement, regardent à peu près l'emplacement géographique des élèves pour expliquer, ben, lui, il a effectivement 1h30 de transport. Le matin, il est moins performant très clairement à cause de la fatigue entraînée par les transports. Il y a des collègues qui vont jusqu'à ce degré d'établissement de causalité pour essayer d'aider les élèves dans leur parcours scolaire. Mais c'est la même chose pour toute chose scientifique. Alors les SIG permettent de faire ça relativement facilement. C'est un outil intéressant pour former un élève du XXIe siècle. Parce que d'abord, la dimension spatiale, vous avez remarqué qu'une des grosses difficultés de nos élèves, il y en a deux, c'est se repérer spatialement et se repérer temporellement. Ça, dans des disciplines qui manient tout le temps la temporalité, c'est une vraie difficulté. Avec les SIG, on peut faire du multitemporel. Vous pouvez afficher, par exemple, une carte faite l'année 2000 sur un écosystème, vous regardez 2010, vous regardez les variations de l'écosystème, vous allez chercher après des corrélations avec des paramètres, implantation humaine, exploitation, changement climatique, etc. Et vous pouvez... Regardez un certain nombre de choses. C'est mine de rien aussi un outil important pour quelque chose qui n'a pas toujours été intellectualisé en SVT, c'est que de plus en plus la géologie, ça c'est évident quand vous pensez à la géophysique, mais c'est de plus en plus le cas en biologie, on est passé d'une biologie descriptive, dans les labos maintenant, Laurent Bob vous en parlera tout à l'heure parce qu'avec le climat c'est obligatoire, à des biologies, une géologie quantitative. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut bien estimer, par exemple, les grands flux de matière dans un écosystème. Je prends l'exemple trivial, parce que c'est la seule manière, de la matière ou de l'énergie, qui permet de comprendre le fonctionnement ultime de l'écosystème. Donc à un moment, il faut quantifier. Alors, avec un SIG, il n'y a pas de problème pour faire ça, puisque ce sont des données. Les données numériques, à un moment ou à un autre, vous pouvez très bien les convertir dans quelque chose qui est quantifiable, et faire à partir de la donnée qui apparaît sur la carte un diagramme directement pour visualiser quel flux d'énergie dans cet écosystème, quelle quantité de biomasse j'ai, est-ce que j'ai mes différents niveaux de consommation qui sont respectés ou pas, et s'ils ne sont pas respectés, qu'est-ce qui se passe, quel import, quel export, enfin il y a tout un tas de choses qu'ils peuvent faire sur le chose. Ça, c'est pas négligeable parce que pour beaucoup de nos élèves, la biologie reste encore descriptive, et on en reparlera tout à l'heure sans doute dans le choix des spécialités de terminale. Le problème, c'est que ça existe aussi dans la tête de leurs parents. Ils considèrent toujours qu'en fait, que nous sommes toujours des écarisseurs de grenouilles. Je suis un peu dur de le dire comme ça, mais c'est-à-dire qu'ils ont une vision des sciences naturelles qu'ils ont vécues, eux, quand ils étaient élèves. Ils n'ont pas tout à fait remarqué le décalage temporel qu'il y avait à ce qu'on fait maintenant dans les cours de SVT. On espère que dans une génération, ils auront compris le distinguo. Mais ça veut dire que, de facto, notre science est devenue beaucoup plus quantitative qu'avant, moins descriptive. Elle l'est aussi dans certaines choses, mais à un moment ou à un autre, on a besoin d'outils qui nous permettent de quantifier. Et ça fait partie des futurs travaux dans tout domaine de la biologie. Quand vous êtes un ingénieur agro, vous quantifiez en permanence. Vous êtes dans l'agrosystème, vous avez besoin quels sont les entrants, les extrants, et vous avez un certain nombre de choses. Il faut sensibiliser aux élèves, les SIG le permettent. Autre élément qui est important, je disais tout à l'heure, tous nos sujets d'études sont des systèmes complexes. Or, on est beaucoup plus doué à visualiser les systèmes complexes, la complexité, la vision systémique du monde sur une carte, enfin sur un support cartographique,
que sur des données de colonnes. On fonctionne mieux comme ça. Donc c'est un moment intéressant de faire des visualisations qui permettent d'enrichir. Vous verrez tout à l'heure avec des exemples, y compris en épidémiologie, pour rester dans une thématique très actuelle. À un moment ou à un autre, par exemple, c'est très frappant en France quand vous regardez, je n'ai pas sorti dans l'exemple, quand on regarde la carte de l'antibiorésistance en France, qui est par ailleurs un de nos sujets de programme de première, et si vous regardez les données cartographiques, vous voyez que l'antibiorésistance en France, elle a des points forts. Il y a 2 régions où il y a un maximum d'antibiorésistance, c'est le Nord-Pas-de-Calais et PACA. Et quand vous cherchez les corrélations avec ce qui se passe, a priori, tout oppose le Nord-Pas-de-Calais, Biafrite, à PACA, huile d'olive, etc. Et vous dites pourquoi ils ont tous les deux une population majeure en antibiorésistance. Parce que le seul niveau de corrélation, c'est plutôt le niveau des CSP, des catégories socio-professionnelles, et de la culture des CSP vis-à-vis de l'acte médical. On préfère surconsommer des antibiotiques pour ne pas être malade, pour ne pas avoir des risques en termes d'emploi, de médical, de choses. Donc, de facto, si vous consommez mal des antibiotiques, à un moment ou à un autre, ça se paye en termes d'antibiorésistance. Et ça, si vous ne le croisez pas sur une carte, avec les données démographiques INSEE, vous ne pouvez pas le voir. En première approche, ce n'est pas simple. Donc, voilà, c'est le genre d'exemple dans lequel, nous, c'est très signifiant pour nous. Hein. On établit des corrélations et on fait des choses. Et là, c'est une vision systémique du sujet qui nous permet de lecture. Avoir une autre approche de la cartographie, parce que quand vous avez un outil numérique, ça veut dire que, par exemple, en géologie, vous avez tous fait un peu de carto avec vos élèves, vous savez combien c'est difficile de les faire entrer dans une carte géographie, même notre magnifique carte au 1,5 million, elle est très belle, mais les élèves ont du mal, ils n'ont pas été très formés à la cartographie, ils ont du mal sur une projection, la carte c'est un objet très synthétique, ils ont du mal à rentrer dans cette logique. Avec un SIG, vous pouvez spatialiser tout ça, vous pouvez mettre un modèle numérique de terrain, donc rendre tout ça 3D. Et vous l'avez fait déjà, parce qu'il y a un outil qui fait ça assez facilement, qui est un SIG, j'allais dire, un peu limité, qui s'appelle Google Earth. C'est exactement la même chose. Voilà un autre exemple de SIG, un peu limité. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire beaucoup, notamment de requêtes et de traitements statistiques sur Google Earth. Mais vous mettez un MNT sur Google Earth, vous voyez très bien que la préhension de la manière dont sont disposées les couches avec les élèves est beaucoup plus représentative. Pour nous aussi, d'ailleurs. Hein. Ceci dit, pour élaborer un cours, c'est sensiblement plus simple. Bien. Alors, on va faire quelques exemples rapidement. On va regarder comment ça se fabrique. Une carte, un SIG. Donc un SIG, quelque part, c'est toujours une table des données. C'est-à-dire cet horrible objet avec des lignes et colonnes dans lequel vous avez des chiffres. Ça, c'est pour une donnée bitmap, ou alors vous avez les coordonnées d'un vectoriel, c'est la même chose. Mais ça, c'est complètement transparent pour l'utilisateur, puisque le logiciel se charge d'en faire une courge de données avec des représentations géographiques, donc il vous fait une carte, qu'il expose tout de suite, et ce fond de carte peut être additionné d'autres fonds de carte tout aussi signifiants. Par exemple, là, vous avez la carte de la représentation spatiale des données, mettons qu'il soit des données démographiques qu'on le représente. Ici, on a adjoint un autre fond de carte qui est la représentation cartographique de la France en image satellitaire, et on pourrait rajouter dessus une image de météo, une image des précipitations, etc. Vous avez une carte. Donc, l'avantage du SIG, c'est que derrière, vous avez toujours une table, ce qu'on appelle une table allocataire, il ne faut pas retenir le terme, c'est simplement un fichier Excel, si vous voulez faire très simple, un fichier de tableur, et qu'on a juste spatialisé les éléments de données, et on sait qu'à chaque donnée correspond à une référence géographique, en latitude, longitude. Aussi simple que ça. Ça peut être des fois très, très fin comme pas. Après, le pas peut être fixé, mais vous avez des choses qui sont... Et en fait, pour l'élève, comme pour vous, vous ne manipulez in fine que des cartes. Mais l'avantage, c'est que ça, comme vous savez que derrière, il y a toujours ça, c'est que si je veux, par exemple, je vais en fournir un exemple dans 2 secondes, modifier cette table par un calcul, par exemple, pour rehausser une série de données qui vous semble plus signifiante, ou au contraire, mettre en dessous une série de données qui est insignifiante par rapport à votre objet d'étude, vous pouvez le traiter et faire ressortir sur la carte des choses plus signifiantes et aussi infra. C'est intéressant d'ailleurs de le former à les élèves, parce qu'il y a un exemple historique où un jour ça a été fait, et on a fait louper quelque chose d'énorme. Vous vous souvenez de l'histoire du trou d'ozone? C'était l'imagerie satellitaire, et qui n'a été en fait découverte le jour où ils ont fait une cartographie sur un système d'information géographique, et quelqu'un s'est dit, mais au fait, quel est le taux de données qu'on représente? C'est-à-dire, le taux d'ozone dans l'atmosphère au sud de l'Antarctique, finalement, on a dit qu'on éliminait un certain nombre de données, mais est-ce qu'on a raison d'éliminer ces données? En fait, comme ils avaient mis un seuil d'élimination des données trop haut, ils ne voyaient jamais le trou. Et quand ils ont revisualisé l'ensemble des données, ils se sont aperçus qu'il manquait sérieusement d'ozone à un endroit, et vous voyez bien que la barre de visualisation de la donnée, à un moment, a révélé un problème qui était quand même un peu important,
alors que les données étaient acquises depuis 10 ans par un satellite, mais que comment tout le monde avait fixé automatiquement le seuil de visualisation à un certain seuil, personne ne voyait le trou. En fait, on regardait que les données qui étaient bonnes. Ça simplifie drôlement la vie, hein. Pas de stress, aucune inquiétude, mais on voit que scientifiquement, quand même, c'est un peu problématique. Donc on avait ce genre de stratégie. Donc ça, c'est aussi quelque chose à former les élèves, parce que la donnée et la manière dont vous l'explorez, c'est quand même un point clé de la formation scientifique. Alors, quelles compétences d'élèves on peut travailler? En fait, en gros, avec un SIG, vous pouvez travailler, puisque vous travaillez sur la donnée, tout un tas de choses sur la donnée, en compétences d'élèves, qui vont de la collecte sur le terrain, à l'extraction déjà de bases constituées, et puis après, dedans, il peut les caractériser, les comparer, les relier, les justifier. Je ne vais pas relire tous les items, mais c'est un travail autour de la donnée scientifique qui est tout à fait normal. C'est un travail critique autour de la donnée scientifique. Dans les SIG, on peut critiquer la donnée, parce que j'ai dit, déjà, il faut critiquer la manière dont vous allez la révéler. On peut imaginer, par exemple, que vous trompez, ça arrive souvent, c'est une des limites d'ailleurs d'utilisation avec les élèves, en tout cas dans QGIS. QGIS, par défaut, vous donne le système de géoréférencement nord-américain. Quand vous avez le malheur de placer la carte géologique de la France dans ce système, c'est pas tout à fait en coïncidence avec la cartographie IGN, hein. Ça, il y a un petit peu. Donc voilà, il faut une réflexion sur, mais dans quel système de projection géographique je suis en train de faire mon chose. Ça, c'est un petit élément de complexité pour les élèves. Aucun de nos élèves n'imagine que sur le monde entier, il y a pas mal de systèmes de représentation géographique différents. En gros, tous les grands pays ont leur propre système de représentation géographique, hein. Ça, c'est quoi. Et les Américains, pas le même que d'autres. Donc, vous avez de la géologie qui se déplace un peu en pleine mer. Bon, est-ce grave? En fait, c'est anticipé le XXIe siècle, mais c'est un point. Donc, un exemple typique de traitement. Ça, c'est un travail qu'on fait avec des collègues de Guadeloupe. Parce qu'en Guadeloupe, actuellement, la collectivité s'offre d'un sacré problème qui s'appelle les sargasses. Sargasses, en Guadeloupe, c'est l'arrivage moyen. Ça a mis en l'air complètement le tourisme en Guadeloupe, qui était quand même la principale ressource économique de l'île. Parce que quand des radeaux de sargasses arrivent, on a l'impression que c'est gentil, les sargasses, quelques algues, baignons-nous dans les estrans, et tout va bien. Ouais, sauf que c'est des millions de tonnes de sargasses qui arrivent. Et quand elles se mettent sur une plage, donc vous ne pouvez pas les déloger, que ça se met à pourrir, ça veut dire que le moindre touriste pense à prendre son billet d'avion de retour assez rapidement, ce qui est une vraie catastrophe pour l'économie îlienne. Donc on a des collègues qui travaillent sur les sargasses, on les suit en télédétection. Alors c'est une image satellitaire, c'est de la donnée. Vous voyez ici un radeau de sargasses, qui est visiblement, il faut regarder le jeu des courants, va emmener les sargasses à la côte. Et en fait, comme on peut traiter les données, on est capable d'augmenter, parce qu'on sait en SVT quelles sont les caractéristiques de la photosynthèse végétale, on peut traiter le signal de façon à beaucoup plus visualiser les sargasses et avoir vraiment... On est capable de quantifier maintenant en télédétection la quantité de sargasses qui peut potentiellement arriver à la côte tous les jours. Il y a même maintenant un service dédié qui s'appelle Info Sargasses et qui dit chaque jour à l'île, il y a tant de radeaux en mer, vu la direction des vents et la direction des courants, il arrivera dans quelques jours tant de sargasses à la côte. Ce qui permet éventuellement, par exemple, d'éviter des choses, que par exemple un port de commerce soit bouché par les sargasses, qui est quand même un peu problématique, parce que ça peut limiter les importations et les exportations de l'île, avec des effets économiques non négligeables. Donc vous voyez, c'est de la donnée brute qu'on va traiter plusieurs fois, et on peut là-dessus mettre des couches de direction des vents, etc., enfin rajouter et comprendre ce qui se passe dans l'océan profond. Ça, c'est un TP qui sera développé sur l'université d'été du CNES cette année, sur lequel je crois qu'un des collègues ira, un seul malheureusement pour l'Académie de Créteil, mais il vous racontera tout ça l'année prochaine. Un autre exemple sur les nouveaux programmes de SVT, il y a un endroit où les SIG, je l'ai déjà cité tout à l'heure un peu sur l'exemple de l'antibiorésistance, où c'est très utile, c'est en épidémiologie. L'épidémiologie, c'est pas très sensible pour un élève. Lui, il est dans une première causalité de maladie. Vous avez vu d'ailleurs la progressivité de nos programmes, hein, on prend une maladie vectorielle, on identifie un certain nombre de choses, et puis après, on va enrichir cette découverte de façon à ce qu'il prenne conscience que entre la maladie de l'individu et les effets populationnels, il y a deux ordres de choses. Il faut regarder de manière un peu plus systémique. Donc là, c'est un exemple que fait un collègue de Toulouse, lui avec ses élèves, hein, c'est sorti de classe. Mais il va travailler avec les élèves sur les données du paludisme. Il regarde l'influence par an. Il a donc son modèle maladie vectorielle, c'est le palu. En fait, il regarde comment ça se passe entre le micro-organisme, le porteur et puis l'hôte. Et puis, il essaye de donner une vision systémique en faisant comprendre aux élèves où sont les zones à palu, d'ailleurs, impaludées,
On ne le connaît plus en Europe depuis le XIXe siècle ou le début du XXe. Mais ça permet aux élèves de mieux repérer, y compris des fois s'ils vont en vacances, quelles sont les zones impaludées, quels sont les facteurs. Donc là, vous avez ici en saison des pluies de l'hémisphère sud. Il peut regarder aussi ce qui se passe en saison des pluies de l'hémisphère nord et donc bien relier le cycle de développement du vecteur, le moustique, avec par exemple les phénomènes saisonniers et donc l'influence du front de malaria, enfin de paludisme, pardon, entre les saisons. Donc il y a tout un tas sur les causalités, par exemple, de la maladie. C'est très simple à faire. Hein. La table, c'est une table de cas. Et en fait, le logiciel, quasi automatiquement, avec un petit code couleur, vous colore tout ça, donc vous avez une carte qui est beaucoup plus facile à visualiser que ce point. Avec des choses d'ailleurs qu'on ne comprend pas, mais qui sont explicables. Par exemple, pourquoi il y a plus de palud cette année-là au Zimbabwe, c'est-à-dire ex-Rhodésie ici, que dans le reste de l'Afrique australe. Ben là, il y a un autre facteur. Ou en Somalie, vous regardez que le pic de palud sur la Somalie, ben là, c'est les facteurs politiques qui l'expliquent. Hein. Guerre civile en Somalie, en Rhodésie, implique un certain nombre de moins bon état des structures sanitaires et sociales, et donc plus de développement de la maladie. Donc il n'y a pas qu'une approche purement biologique, il y a aussi la contingence épidémiologique et le reste du monde social. Mais on peut faire des choses. On a travaillé aussi, ça c'est un groupe de Limoges qui travaille sur un autre outil, qui s'est intéressé à sortir tout ce qui était autour des maladies cardiovasculaires, AVC, artériopathie, insuffisance cardiaque, etc. Et qui fait des cartes de ces éléments-là pour tracer un certain nombre de choses. C'était un projet de classe sur... Mais là, vous voyez, c'est une extraction de métadonnées. Les données, on les prend dans la banque et on les fait un peu parler en travaillant sur la table qu'on a représentée ici et qui permet de faire une cartographie, premier coup d'œil, sur où sont les grandes maladies cardiovasculaires. Par exemple, une question qu'on pourrait se poser, pourquoi le Gers, où les gens consomment du vin, du pousse-café, du confit, etc., ont moins de maladies cardiovasculaires que le reste de la France? Alors que si on regarde le régime alimentaire, ils devraient tous mourir à 20 ans en bonne logique d'éducation alimentaire. C'est une blague, je caricature bien volontairement. Donc on a ce type de choses. Mais voilà, ça permet d'appréhender un certain nombre d'éléments. Alors, un exemple d'activité de terrain, je disais tout à l'heure qu'on a fait... Vous savez que tous les 2 ans, il y a les journées des sciences de la Terre, qui se font traditionnellement autour du Centre alpin de géologie alpine, CBGA. Et donc cette année, on a emmené des collègues au Mont Viso. Et en fait, on a pris en direct, parce qu'on peut le faire maintenant, c'est une application qui marche d'Argis, qui marche sur les téléphones. On a pris qu'un certain nombre des points de mesures qui correspondent chacune à une photo des couches et qui se calquent directement sur la carte géographique. Donc en fait, l'intérêt, c'est que l'élève, il rentre, il clique sur le truc, il voit la couche et il la voit en même temps sur la carte géographique. Donc il fait la correspondance directe entre l'observé et le descriptif. Donc ça, c'est quand même relativement sympathique pour retravailler après sur les éléments. Et ça, en fait, maintenant, c'est très simple. Le téléphone le fait. Nos élèves ont beaucoup de smartphones et ils peuvent directement géolocaliser leurs données. Ça, c'est quelque chose de... En géologie, ça marche quand même extrêmement bien. Là, c'est un autre projet. Ils se sont intéressés des élèves dans un collège de Dordogne. Vous voyez, à Beaulieu-sur-Dordogne, le collège très rural. Pas tout à fait la typologie des collèges cristoliens, en tout cas pour beaucoup de communes. Là, ils sont intéressés sur l'invasion, une plante invasive, puisque c'était leur sujet de travail, sur la renouée du Japon. Donc, ils ont été sur le terrain et ils ont localisé les endroits où étaient les renouées. Ils ont fait des fois des photos, ça correspond au point rouge. Et puis, ils ont fait une cartographie, c'est des élèves de collège, donc c'est un peu à la louche, sur la répartition de la renouée le long de la rivière. Mais dans un collège, avec un collègue en 6e, les élèves ont demandé, ils étaient gênés par le bruit, ils ont fait une cartographie avec du bruit sur leur collège. La cartographie a montré que c'est là où il y avait le réfectoire que c'était le plus brillant jusqu'à présent. Mais là, maintenant, c'est scientifiquement réalisé. Ils ont fait ça dans les normes. Mais c'est les élèves eux-mêmes qui ont fait une cartographie du niveau de bruit dans tout l'établissement. Bon, des collègues ont fait des choses, sur les lombrics aussi, liées à l'opération que vous connaissez, du Muséum d'histoire naturelle, Viginature École. Donc là, ils l'ont mis en perspective en rajoutant une couche d'informations que Viginature va bientôt faire. Parce qu'un autre attrait de tout ceci, c'est que l'avantage des SIG, c'est que quelque part, vous êtes toujours en mode science participative. Puisque vous pouvez agréger des données de n'importe quel fabricant de données. Vous pouvez dire à vos élèves, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me fasses que chacun repère autour de chez lui telle espèce ou tel élément, et vous avez tous accès à la même plateforme et vous rassemblez toutes vos données.
C'est un mode de sciences participatives qui est très développé dans Viginature École, mais très développé dans d'autres programmes de sciences participatives. En météo, il y en a beaucoup, il y en a pas mal en écologie générale, en tout cas en protection des espèces. Pour donner un exemple, quand le Muséum d'histoire naturelle a commencé à utiliser des systèmes, avant qu'il utilise des systèmes d'information géographique, les données étaient rentrées à la main, et en moyenne, ils rentraient sur l'espace national, bon an, mal an, autour de 600 000 données an, pour la connaissance de la biodiversité française. Le jour où ils ont eu des imports directs à partir du smartphone des individus, dans une plateforme que vous pratiquez peut-être, qui s'appelle 65 millions d'observateurs. 65 millions d'observateurs, vous baladez en forêt, vous regardez un pipite à dos olivâtre qui passe, bon, très rare en forêt cristolienne, vous cliquez pipite à dos olivâtre, immédiatement ça balance ça sur le système d'information géographique du muséum et ça le référence directement. L'année suivante, ils ont mis en place le système, ils ont récolté 6 millions de données. Mais entre 6 millions de données et 500 000, vous n'avez pas la même connaissance de la biodiversité en France. Très clairement. On a quelque chose de complètement intégré qui est important. Et ça, c'est l'SIG qui le pratique parce que directement... Là aussi, un autre projet de terminale dans une DNL anglais, c'est parce que c'est le lycée international ici, pour montrer qu'on peut même faire des choses en DNL. Un élève s'est intéressé sur l'habitat de l'orang-outan, tout simplement, et puis il a calqué ça sur les massifs forestiers, et il a regardé, par exemple, où étaient les grands fronts de déforestation à Bornéo, d'accord, et regardé quel est l'impact possible sur les massifs forestiers, et donc l'impact possible sur les populations d'orang-outan. Ce n'est pas un milieu qu'il ira naturellement avec sa classe, il n'est pas prévu de sortie pédagogique à Bornéo pour aller voir ce qui se passe réellement, mais toutes les données sont en ligne. Et c'est ça qui est relativement impressionnant, c'est que le nombre de données libres de droit accessibles pour notre discipline, c'est tout simplement faramineux. Par exemple, si je prends l'image en télédétection, des images satellitaires, depuis qu'il y a les satellites européens, dont j'oublie extemporanément le nom, mais ça me reviendra dans la séance, toutes les images sont libres de droit et gratuites pour l'enseignement. C'est-à-dire la question ne se pose plus, c'est est-ce que je peux trouver les images? La question, c'est comment vous allez gérer toutes ces images. Parce qu'elles sont libres 24 heures sur 24, dans tous les états, avec des nuages en nuages. On fait des routines pour ne pas vous exposer quand même les images avec des nuages. Mais enfin, il y a même les mêmes images en radar, c'est-à-dire que vous pouvez regarder ce qui se passe sous la couche nuageuse. Mais tout ça, avant, c'était très difficile. Souvenez-vous d'un plan, là aussi archaïque, l'éducation nationale, dans les années 2005-2006, avait doté chaque académie de 2 images spot haute résolution. Ça avait coûté bonbon à l'institution scolaire, je peux dire. Maintenant, vous avez ça 24 heures sur 24 sur le monde entier et gratuit. Donc la question n'est plus où vais-je trouver la donnée, la question c'est comment je vais gérer la donnée. Et les données de santé, d'environnement, d'écologie générale, il y en a partout, offertes à l'ensemble. Donc la question c'est plus ça. La question c'est ma démarche pédagogique et quelles données je peux l'aborder. Voilà, avant, la démarche pédagogique a été contrainte par la donnée. Maintenant, c'est l'inverse. Je fais ma démarche pédagogique et je regarde les données qui me permettent de la nourrir. Parce qu'en fait, elles existent fatalement. Et après, elles ont des degrés de différence, mais on est vraiment dans ce type-là. Voilà. Merci.